Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session au sein du Forum Cyber. Dernière table ronde sur laquelle nous allons traiter d'un sujet particulièrement important, c'est finalement est-ce que l'intelligence artificielle peut arriver à révolutionner le rôle du CISO et dans l'ensemble de ses fonctions. Donc c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui mes invités, avec qui nous allons partager l'heure qui vient. Nous terminerons par une séance de questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas à les noter sur votre téléphone, par exemple, pour nous les poser à la fin au fil de la discussion. Alors pour commencer, moi je suis Jérôme Billois, donc je suis un des associés du cabinet Wavestone, et donc je vais avoir l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants. Et donc justement, on va commencer par un traditionnel tour de table pour que vous sachiez avec qui vous allez échanger aujourd'hui. Et bien pour commencer, je passe la parole à Michel et je te laisse te présenter. Donc bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc Michel Cazenave, je suis responsable de la sécurité, de la sûreté et de la résilience chez PwC France et Maghreb. Et à ce titre-là, les éléments de l'IA sont des éléments contributifs et je suis heureux de pouvoir discuter avec tous les autres. Bonjour à tous et à toutes. Donc Christine Grassi, je suis consultante et senior manager au sein du cabinet de conseil Level Consulting spécialisé en GRC. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la sécurité comme consultante ou aussi comme RSSI. Et j'ai un grand plaisir de pouvoir partager avec vous cet échange autour de l'IA et de la sécurité. And we also have an international guest. On a également un invité international, donc Dimitri. On va faire une partie de cette session en français et une partie en anglais pour discuter avec Dimitri. Donc Dimitri, présentez-vous. Merci bien. Oui, c'était à peu près tout ce que je savais dire. Donc je m'appelle Dimitri van Zandvliet et je suis RSSI des chemins de fer néerlandais. De la plateforme RSSI aux Pays-Bas, et j'ai été invité par la délégation néerlandaise et ils ont eu un très joli stand, il faut aller le voir, c'est un stand orange, c'est très très beau et ils ont de très bons fournisseurs avec beaucoup de solutions de cybersécurité, donc n'hésitez pas à visiter le stand néerlandais. Donc faites-le en quittant cette salle, votre dernière visite. Baptiste David, je suis responsable du marketing stratégique chez Tenaci et donc nous on édite une plateforme de pilotage de la cybersécurité qui vise à un peu finalement comme l'IA simplifier le quotidien des RSSI, donc impatient d'échanger avec vous sur ces sujets. Merci. Alors on le voit bien, l'intelligence artificielle a connu un vrai boom sur l'année dernière et en particulier l'intelligence artificielle générative. Je pense que vous l'avez peut-être vécu dans vos organisations. Les métiers se sont largement mobilisés. Les directions générales ont demandé d'imaginer tous les cas d'usage qui pouvaient apporter du renouveau, apporter du capacité à développer du chiffre d'affaires, capacité à séduire plus les clients. Et on a vu au fil de ces mois s'accumuler tous ces cas d'usage. J'ai pu observer dans certaines structures 50, 100, 150 cas d'usage qui sont aujourd'hui évalués et qui sont petit à petit mis en production avec une logique d'entonnoir progressive. Ça, c'est la situation côté métier. Mais finalement, est-ce que la cybersécurité ne peut pas aussi tirer parti de ce boom de l'intelligence artificielle avec, pourquoi pas, des cas d'usage qui pourraient permettre de répondre aux grands enjeux que voient les RSSI aujourd'hui, mais aussi aux tâches quotidiennes qui sont nécessaires et qui, on le sait, sont très consommatrices parfois de temps dans un contexte où, évidemment, la problématique des talents est toujours très présente. Donc c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants. Et justement, ma première question, my first question, will be à propos de quels sont les cas d'usage finalement que chacun d'entre vous avait aujourd'hui imaginé dans des fonctions de RSSI, dans des fonctions de cybersécurité, qui pourraient être utiles, que vous avez peut-être même déjà testé ou peut-être rêvé, et on s'appuiera ensuite sur ces premiers éléments de discussion pour voir comment on peut les mettre en place, mais déjà, ouvrons le champ des possibles avec les différents cas d'usage. So the first question will be about the use case. Alors la première question sera sur les cas d'usage. De quoi rêvez-vous en tant que RSSI? Qu'est-ce qui est vraiment utile aujourd'hui? Peut-être Michel, si vous voulez commencer. On parle de cas d'usage, on peut aussi parler directement d'usage, parce que l'IA c'est déjà arrivé, enfin en tout cas chez nous. L'idée c'est qu'on a pas mal de modèles d'IA, que ce soit du deep learning, du machine learning, que ce soit des réseaux de neurones ou des systèmes experts, chacun avec ses propres qualités. Et à partir de ça, on peut faire pas mal de choses. On peut faire du résumé. J'ai une suite de mails, un thread comme on dit, et du coup, ça me permet d'avoir en quelques secondes
comprendre la teneur du thread et savoir ce qui s'est dit. C'est vrai également quand on veut résumer une réunion. Enfin, c'est des choses qui sont déjà du quotidien. On peut faire du génératif et le génératif aujourd'hui, on connaît ChatGPT tous, mais il y a un fameux site sur GitHub qui référence tous les cas d'usage cyber d'intelligence artificielle et là-dedans, on peut faire son choix, qu'on soit pentester, gouvernance, GRC, ainsi de suite, tous ceux qui vont tout simplement veulent connaître la threat intel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc, je pense que en termes de cas d'usage, il y a énormément de potentiel et en termes d'usage, c'est déjà aujourd'hui. Christine, de votre côté, qu'est-ce que vous avez identifié, peut-être soit dans votre métier aussi de conseil, soit même chez vos clients, ce que vous avez pu observer? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est de la manipulation de la donnée. Donc, c'est collecter, agréger, analyser pour pouvoir faciliter la prise de décision. Et on voit qu'à travers ces différentes étapes, en fait, tout le travail de la sécurité répond à chaque fois. Donc, on peut trouver des cas d'usage dans la plupart de ces thématiques. Moi, j'ai 6 domaines particulièrement en tête où, à mon avis, ça va être très intéressant de regarder les outils et les cas d'usage qui vont se mettre en place et tout ce qui tourne autour du risk management. On voit que l'AMRAE, par exemple, a sorti récemment son panorama sur la gestion des risques et sur l'outillage des organisations autour de la gestion des risques et que cet outillage s'enrichit de plus en plus de fonctionnalités d'IA pour aider justement à agréger des informations sur lesquelles à première vue on verrait pas des liens immédiats, mais que l'IA est capable de faire, ou en tout cas de proposer. Il y a tout ce qui tourne aussi autour de la gestion des vulnérabilités pour faciliter là encore l'agrégation de données sur des systèmes qui sont très disparates et très répartis à différents endroits. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est l'analyse de code, donc création et analyse de code d'un point de vue sécurité, où là encore on peut essayer d'entraîner les modèles sur les difficultés les plus immédiates pour qu'ils puissent les repérer ou même carrément en amont éviter ce genre de situation. Puis sur des côtés peut-être plus exploratoires, on a tout ce qui tourne autour de la sensibilisation. On se plaint tous de programmes de sensibilisation peut-être trop génériques ou avec des formats très standards, pas très innovants, à des périodes comme ça très prévisibles. Et je pense qu'il y a beaucoup à regarder sur la capacité à créer des programmes de sensibilisation qui sont un petit peu plus pop-up de manière ad hoc en fonction de certains comportements qu'il pourrait y avoir sur le réseau, certains comportements d'utilisateurs, certaines pratiques habituelles, donc des messages très personnalisés à une entreprise, à des façons de faire, à un certain type de public. Donc ça pourrait être encore un cas d'usage intéressant. Et puis un petit peu le Saint Graal du RSSI, une espèce de control tower, on en rêve tous, je pense, en tant que RSSI, ou d'avoir cette espèce de dashboard qui nous serait alimenté de manière assez continue avec de l'information synthétisée, comme disait Michel, c'est la synthèse de l'information qui est un élément clé de l'IA, sur des vulnérabilités, sur des comportements anormaux, ou peut-être même sur des incidents, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a énormément de choses, parce que toute la sécurité, c'est de la gestion de la data, donc il y a beaucoup de cas d'usage, et je pense qu'on n'est qu'au début. Merci Christine. Dimitri, on your side, have you tried? Dimitri, de votre côté, est-ce que vous avez essayé d'en parler? Comment ça marche chez vous au niveau des Pays-Bas? Riding trains in... Eh bien, on fait cela depuis 1939 aux Pays-Bas. Et si vous regardez le niveau d'automatisation, ça fonctionne avec différentes vagues. L'électromécanique, ensuite on a eu une automatisation qui a commencé avec la comptabilité, ensuite on a fait des tickets, de plus en plus de services. Et puis dans la 4e vague, on a collecté les données, on a inséré toutes les données dans des bases de données centralisées et maintenant on est à la 5e vague. Et c'est là où vous voyez que en tout cas dans les chemins de fer, on utilise l'intelligence artificielle pour calculer les horaires. Donc on utilise des réseaux de neurones pour calculer, pour voir si les trains arrivent à l'heure, pour avertir les passagers s'il y a des trains en retard. On leur conseille de prendre un autre itinéraire. Et quelque chose qui est aussi très innovant, on a maintenant les premiers trains en Europe qui ont une intelligence artificielle intégrée. Donc on a travaillé avec des équipes pour mettre en place une intelligence artificielle avec des pare-feux et on a un système qui analyse les comportements des trains. Donc c'est ici un cas au niveau de la sécurité, un exemple au niveau de la sécurité.
Et s'il y a quoi que ce soit, l'outil va déclencher une alarme au niveau du service de sécurité. Et donc maintenant, on va passer à la production de masse d'ici fin avril. C'est donc un nouvel élément. On a besoin de nouveaux processus pour les intégrer dans notre système. Et un autre point, c'est qu'on a utilisé des LLMs dans notre propre environnement Azure, donc ça c'était très intéressant. Et on utilise aussi des systèmes pour vérifier nos politiques en termes de cybersécurité. Donc on a directement des systèmes qui peuvent répondre à nos clients qui posent des questions, et ce n'est qu'un début. Alors je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je parlais à Stéphane Lapo, mon nouvel ami, et il m'a dit, si vous regardez les différentes couches, pour l'instant on est à la 7e couche, la couche d'application, mais on peut imaginer une couche 8, une couche 9 et même une 10e couche au-dessus de tout ça. Et je pense qu'il a raison, oui. C'est difficile d'imaginer où on va arriver. Mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est également nécessaire pour accélérer les choses, pour réduire le CO2 aussi. On ne pourra plus s'en passer, on ne peut plus déjà s'en passer. Oui, vous avez vraiment des cas, d'exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans vos opérations. Alors, vous avez mentionné que le système d'intelligence artificielle sera intégré dans les trains. Donc, ce sera une solution qui fonctionnera de manière autonome. Bon, c'est un système de sécurité. Comment ça va fonctionner? Oui, c'est ça. Parce que les trains doivent atteindre un certain niveau de sécurité. Les trains doivent être certifiés à chaque fois. Donc, ce n'est pas un système totalement isolé. Vous avez votre système OT, votre système IT. Alors, l'OT est complètement isolé. Et je pense que c'est une tendance que l'on ne peut pas arrêter, parce qu'on ne peut pas envoyer toutes les données au centre de données. Donc, l'application doit traiter les données, et nous, on utilise un système sur le train pour traiter les données. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'on va intégrer beaucoup de cela dans les prochains trains que l'on va commander. Oui, Baptiste? Tonassi, on est finalement un peu dans le rêve, donc je suis content de voir qu'on s'accorde avec Christine. Nous, aujourd'hui, l'IA, on veut vraiment pouvoir l'utiliser pour fournir cet outil, cette visibilité au RSSI. On a une promesse qui est aujourd'hui de simplifier la vie. Alors, donc pour ça, on doit leur donner de la visibilité. C'est le premier cas d'usage sur lequel on travaille chez Tonassi. Et le deuxième, c'est les aider à prendre la bonne décision. J'aime résumer le métier du RSSI à ça, c'est simplement savoir quelle décision il faut prendre. Et pour ça, je pense que l'IA doit pouvoir s'appuyer sur toute l'analyse d'une situation, d'un passé, pour pouvoir aider à flécher. Alors pour l'instant, peut-être juste flécher plutôt que prendre la décision, mais par rapport à une situation pouvant être une nouvelle conformité qui s'applique, la demande d'un utilisateur ou plus basiquement dans la cyber, un incident, flécher qu'est-ce que l'humain devrait faire sur une suggestion de l'IA. C'est bien les deux cas d'usage que l'on cherche à adresser aujourd'hui chez Tonassi. Très bien, merci à tous. Alors on le voit, l'intelligence artificielle, beaucoup de cas d'usage, beaucoup de potentiel. On sait par contre que pour l'intelligence artificielle, qu'elle marche bien, qu'elle fournisse le service qu'on attend, elle a souvent besoin de données. Données à la fois pour être entraînée, mais données aussi pour fonctionner, avec le fameux RAG qui était cité par Dimitri, qui consiste à aller chercher dans des puits de données existants, le Retrieval Augmented Generation, qui va chercher dans des puits de données existants. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est justement dans les filières CISO, RSSI, la donnée, c'est pas encore un grand sujet. On voit quelques-uns qui commencent à créer des entrepôts de données, qui essayent de collecter les données au-delà des logs, des journaux un peu froids qu'on a tous collectés depuis des années. Je ressens, moi, qu'il y a ce besoin petit à petit d'arriver à avoir des données un peu plus chaudes, des données de configuration, des données d'exposition, des données de type asset management dont on peut avoir besoin, peut-être des données historiques aussi de réponses qu'on peut avoir données pendant des années à des requêtes qui arrivent sur les fameuses boîtes aux lettres sécurité où il faut donner des dérogations ou pas. Voilà, donc et on sait qu'on va avoir besoin de se baser sur cet historique. Est-ce que vous partagez un peu ce point de vue? Est-ce que vous avez commencé justement à consolider ces bases de données, à essayer de les centraliser?
de votre côté? J'ai peut-être changé un peu d'ordre. Allez, on va commencer par Christine. Oui, effectivement, la manipulation de la donnée, que ce soit pour des besoins de sécurité d'IA ou autre, on voit que c'est des enjeux qui datent depuis un moment. On a eu les effets de bascule, on a eu la volonté d'avoir des data lakes très centralisés. Ensuite, tous les métiers qui tournent autour de la data voient qu'on est parti vers le concept de data mesh, où là, on a un organe central, mais on décentralise et on responsabilise beaucoup au niveau de chaque responsable métier la gestion de la qualité en mode un petit peu bulle et chacun interagit comme c'était des mini API. Donc on voit qu'il y a, pour moi, il va y avoir une quadruple, je dirais, quasiment injonction auprès d'un RSSI sur la gestion de la donnée dans un environnement d'IA. C'est déjà de comprendre et de s'adapter, parce qu'elle va changer à tout bout de champ, la stratégie de gestion de la donnée dans l'organisation. Parce qu'on est sur les tendances de centralisation, de décentralisation, qui sont les responsables de la donnée à un moment donné, qui sont les supports technologiques de gestion de cette donnée. Donc cette première injonction, c'est vraiment de bien mapper la stratégie de l'organisation et peut-être même de l'influencer par rapport aux injonctions liées à l'IA. Le deuxième enjeu, c'est quand on parle d'IA, on parle de la capacité à collecter un très grand nombre de données de très bonne qualité pour pouvoir faire l'entraînement. Donc déjà là qu'on a dit grand volume et grande qualité, on voit tous les enjeux justement. C'est pas quelque chose de nouveau, ce besoin de collecter de l'information. Je pense que depuis que l'informatique existe, on a tous le rêve du référentiel unique, toujours à jour, toujours parfait, et qui limite s'actualiserait sans nous. Peut-être grâce à l'IA. Pour moi, ça n'existe pas et on le cherche et on essaye, il y a des programmes continuels. Mais avec l'IA, ça va devenir de plus en plus important parce que c'est le classique du garbage in, garbage out. Si on entraîne mal son système parce qu'on a des mauvaises données, qu'on ne sait pas quelles sont ces golden sources et qu'on ne connaît pas leur fiabilité, donc forcément, en sortie, on a des résultats qui vont être de mauvaise qualité. Et ça va être d'autant plus difficile que dans certains cas d'usage de l'IA pour la cyber, on ne sait pas forcément en avance le résultat qu'on est censé obtenir. Justement, c'est un peu le même principe. On va à un moment donné demander à l'IA d'être prédictive, donc ça va être très compliqué de calibrer. Il y aura de toute façon des phases d'entraînement et de phases d'amélioration continue où on va avoir un niveau d'incertitude très élevé. Mais si en plus la donnée à la base est de mauvaise qualité, on va avoir vraiment du mal à sortir de ce paradigme. Puis pour moi, la dernière injonction, ça va être toute la gestion de l'éthique. Si on dit un grand volume de données, comment est-ce qu'on va gérer les enjeux d'éthique par rapport à ces données? C'est quel type de données? Comment est-ce qu'on va les collecter? Comment est-ce qu'on va informer de la collecte et donc du traitement de ces données? Donc, que ce soit dans le cadre du GDPR ou d'une manière générale de toute la réglementation sur la gestion de la donnée sensible ou pas, ça va être important de voir comment les CISO vont se mettre eux-mêmes peut-être des garde-fous pour le développement de l'IA dans leurs propres outils sécurité. Merci. Michel, pour compléter, toi aussi tu as en plus des données, tu manipules les données parfois des clients, vous avez vos données en interne. Que penses-tu de cette question de la donnée pour les RSSI? Alors, je vais déjà essayer de répondre pour mes collègues du CESIN, parce qu'en fait, on a des populations variées, des entreprises très matures, avec toute la gestion de la donnée que ça suppose, et puis des entreprises qui sont beaucoup moins matures. Et là, pour le coup, effectivement, il y a un enjeu, non pas d'IA, mais déjà un enjeu de données, de réunir les bonnes données au bon endroit, et de, comme le disait Christine, d'avoir un bon niveau de qualité, parce que si on n'a pas de bon niveau de qualité de données, on peut rien en faire. Ça commence comme ça. Deuxième chose, effectivement, moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est plutôt du côté des entreprises matures, que ce soit en cyber, en IA, ou en technologie ou innovation. Et donc on a ces entrepôts de données, ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'on travaille à la qualité. Et toute la problématique n'est pas simplement réglementaire, ainsi de suite, mais elle est aussi éthique. C'est-à-dire que est-ce que je peux prendre une donnée qui vient, par exemple, de mon asset management? Est-ce que je peux prendre une donnée qui vient de mon puits de log? Est-ce que je peux prendre une donnée qui vient, je sais pas moi, de mes drives dans Azure? Et qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Est-ce qu'à l'arrivée, j'ai pas un risque qui vient? Donc, quand on veut faire de l'IA, justement, l'objectif de réunir ces trois données pour savoir si effectivement quelqu'un a le droit d'accès, il n'y a pas quelque chose, et de faire une synthèse des défauts qu'on pourrait trouver, d'avoir un résumé exécutif, un dashboard, comme on disait tout à l'heure, réactif, en disant voilà, vous avez un problème de droit d'accès sur telle ou telle arborescence, où beaucoup trop de gens ont ça, et ça c'est la donnée qui va le dire. Le seul problème, c'est qu'effectivement, si la donnée est de mauvaise qualité, le résultat il sera pipé et pas bon.
Il y a un élément aussi que je rejoins totalement ce sujet, c'est faire le lien entre ces données. Tu viens d'évoquer le fait d'avoir un nombre d'administrateurs. C'est bien beau, mais il veut dire quoi ce nombre d'administrateurs par rapport aux objectifs de sécurité de mon entreprise? On va back to basic, des risques et de la conformité, et c'est quoi le lien qui est entre ces deux éléments? Et aujourd'hui, il y a un peu une course. Alors, on fait un atelier sur l'IA, il y a peut-être quelques années, et peut-être le même sur ce qu'on appelait simplement le big data. Il y a plein de données, mais finalement, c'est quel sens on veut leur donner. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu principal autour de cette collecte de données. Et puis le deuxième que l'on voit, mais encore une fois, c'est peut-être aussi mon biais très Tennessee, c'est la mesure de la performance. L'idée, c'est cette donnée de pouvoir prendre la bonne décision. Et tu évoquais le fait d'analyser des réponses à des demandes de dérogation. Finalement, c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est automatiquement celle qu'on a faite la fois d'avant, ou est-ce que c'est celle qui a réduit au mieux le risque? Et c'est ces deux enjeux que je vois. Voilà. Et donc je termine le propos, et le dernier en fait qui pour moi est aujourd'hui le plus intéressant, parce que c'est ça qui va permettre d'anticiper et pas simplement de faire de la gouvernance. Quand on parle de threat intelligence, ou aujourd'hui de la donnée sur la threat intel est publiée un peu partout, que ce soit en OSINT, par des fournisseurs, ainsi de suite, et également dans les systèmes d'une entreprise, l'idée de pouvoir cumuler tout ça pour en avoir une connaissance et prendre des décisions. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à avoir une IA qui prendra des décisions pour moi. Je préfère avoir quelqu'un devant la machine, quitte à ce que l'assistance soit suffisante pour que la décision soit facile. Mais on arrivera dans des modèles où effectivement l'agrégation de la donnée interne, externe est tout à fait importante pour arriver à un résultat qui soit crédible. Tout à fait. On reviendra justement sur ce niveau de confiance qu'on peut faire à l'intelligence artificielle dans une prochaine question. Dimitri, what about this topic? Dimitri, que pensez-vous de ce sujet? On a besoin de données, on a besoin de données de qualité qui soient faciles à collecter. Est-ce que vous avez une expérience que vous souhaitez partager à propos de cela? Oui. Alors, je suis d'accord avec ce que Christine a dit. Donc, maintenant, on teste différents cas d'usage avec le RAG. Et parfois, quand on n'arrive pas à trouver la réponse, eh bien, on laisse tomber. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on a besoin vraiment de garde-fous très, très importants. Et on avait un chatbot avant de l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, il y avait des problèmes. Mais on a une nouvelle législation qui arrive pour réglementer cette intelligence artificielle. On ne pourra plus faire ce que l'on veut. On a aussi une expérience, on a eu beaucoup de mal. Je veux dire, au niveau des chemins de fer néerlandais, on utilise souvent des fournisseurs de solutions qui ont des données dans le cloud. Il y a des données partout, rien n'est centralisé. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé. Donc, on a les lois européennes qui s'appliquent à nous. Donc, on est en train de changer tous les contrats, et on sait que maintenant, on va avoir des contrats de 8 ans, mais on ne sait pas du tout à quoi va ressembler l'intelligence artificielle dans 8 ans, mais on sera tenu par ces contrats. Donc, on pense à avoir des contrats un peu flexibles qui respectent la loi européenne actuelle, mais ce n'est pas tout à fait adapté à l'intelligence artificielle. Donc on a commencé avec la taxonomie des données, savoir quelles données on a besoin de nos fournisseurs. Parce qu'on ne peut pas stocker toutes les données. Et on aimerait vraiment avoir un point d'entrée dans leur système de données. Par exemple, si vous voulez faire du XDR, vous avez besoin de faire un lien entre tous les ensembles de données pour vous assurer de savoir les données dont vous avez besoin, d'avoir accès aux données. Et maintenant, on travaille sur la création de nouveaux contrats pour de nouvelles manières de travailler. Et c'est pas quelque chose de facile. Oui, parce que la valeur pour les fournisseurs réside dans la donnée. Donc, ça dépend de la manière dont ils vont les partager. Oui, absolument. Données ou
Non, je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup d'envie et j'ai l'impression qu'on sait finalement pas exactement quel type de données on veut aller chercher. Et je rejoindrai ce que, peut-être pour paragrapher, mais on a collecté des logs parce qu'on s'est rendu compte que c'était faisable et que c'était pas cher. Et puis, on nous a fait croire... Tout est relatif. On parlait en millions de PS et on trouvait que c'était finalement à la ligne peu cher. Et finalement, c'est peut-être aussi, et je trouve que c'est très intéressant de reparler des cas d'usage. Peut-être définition de qu'est-ce qu'on veut faire de l'IA et pour redescendre de quel type de données j'ai besoin pour faire ça. Donc c'est très intéressant d'avoir un échange aujourd'hui sur les cas d'usage et non pas sur les modèles techniques de stockage. Et je suis pas sûr que ce soit bien l'objectif de toute façon. Tout à fait. Alors justement, si on revient au cas d'usage, on sait qu'ils peuvent être soumis à un certain nombre de risques. Justement, on ne veut pas que ces systèmes d'intelligence artificielle puissent dérailler, si je peux me permettre ce mot, dans le contexte de la table ronde. Et on a vu ces derniers mois plusieurs attaques ou plusieurs, on va dire, tentatives d'attaques sur pas mal de modèles. Alors, Dimitri nous citait effectivement le chatbot d'Air Canada. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Une personne qui souhaite aller à un enterrement. Il y a des billets à tarif réduit. Il demande au chatbot d'Air Canada mais quelles sont les conditions pour avoir ce billet à prix réduit. Le chatbot lui répond pas de problème, prenez le billet, vous avez 90 jours pour vous faire rembourser. Sauf que c'était faux. Et c'était faux. La vraie réalité, c'est qu'il fallait contacter le service client avant, et c'était indiqué dans un PDF caché tout en bas. Et ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a eu le cran de finalement ensuite d'attaquer Air Canada, et c'est un des premiers jugements qu'on a vu sur l'intelligence artificielle. Finalement, cette personne a gagné. Le tribunal a évalué les arguments des différentes parties, et en fait Air Canada a essayé de se défendre en disant que le chatbot avait sa propre existence. Et donc Air Canada n'était pas responsable du fait qu'il ait donné une mauvaise réponse. Bon, vous voyez l'ironie derrière ce cas. Évidemment, je vous le disais, ils ont perdu. Mais voilà, ça c'est un type d'attaque. On en a vu d'autres qui peuvent aller plus loin, au-delà des hallucinations, on peut avoir des mauvaises prises de décision, on peut avoir tout un tas de choses. Et évidemment, sur les cas d'usage qu'on citait tout à l'heure en cybersécurité, il y a des choses où on va peut-être pouvoir se permettre un peu de latitude, il y en a d'autres où on va pas du tout pouvoir. Donc c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous maintenant. Est-ce que dans les cas d'usage que vous avez testés, est-ce que dans les situations que vous avez déjà eu l'occasion de voir, vous avez assisté à ce type d'incident sur la cybersécurité? Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à passer au-delà? Alors peut-être une question un peu au niveau, parce qu'elle peut dépendre de la recherche, etc. Mais surtout, qu'est-ce que vous prévoyez concrètement dès aujourd'hui pour limiter finalement ces différents niveaux de risque? Michel? Alors, citer les risques sur les cas d'usage, j'ai combien de temps? Eh bien écoute, il nous reste exactement 30 minutes et 58 secondes. Il va falloir parce que soit efficace. Entre les risques internes, effectivement, qui peuvent adresser des choses, des risques externes qui peuvent survenir, les risques légaux, les risques liés à la manière dont on fait du business, on est à peu près sur des risques infinis, si on prend les AI en général. Pour ce qui concerne le cyber, on est plus sur un risque, il y a deux risques majeurs que j'identifie. Un, c'est un risque de confidentialité parce qu'on va quand même mettre ensemble, et on revient sur des données qui, les unes après les autres, ont de la sensibilité, mais quand on les réunit ensemble, ça devient vraiment signifiant et ça devient vraiment confidentiel et problématique le cas échéant avec des règles éthiques, légales, régulation. Et le deuxième chose, c'est que on va avoir la capacité de voir des choses, mais si on a mal conçu ce qu'on fait, d'ailleurs l'algorithme, le dataset, le data model, ainsi de suite, on va avoir un résultat qui est erroné. Et ça, alors je pense que ça se régulera dans le temps, puisque c'est quelque chose qui, on va dire, s'améliore. On voit qu'on est passé de 3.5 qui savait faire quelques trucs à 4 qui sait faire beaucoup plus de choses, et quand on sera à 5, probablement, ça nous fera peur. Il paraît même que l'entraînement de 6 a démarré. J'en suis persuadé, mais voilà. Après, si on obtient un résultat qui est erroné, finalement, on va se retrouver avec un outil qui ne nous sert pas à ce qu'on veut faire.
Et donc, en cybersécurité, prendre une mauvaise décision, c'est faire courir un risque à l'entreprise, c'est avoir une mauvaise réaction ou pas au bon moment, ou trop tard, ou pas de la bonne manière. Et donc, pour moi, c'est les deux risques majeurs dans l'usage pour un ciseau. Alors, je fais abstraction de tous les autres risques qui sont complètement génériques, mais c'est les deux vraiment risques majeurs que j'entrevois pour un ciseau dans l'usage de l'IA. Merci. Dimitri, on your side, what do you think of this limitation? Dimitri, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette limitation de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va trouver un moyen de surmonter ces limites? Je pense qu'on est encore en train d'expérimenter. Et au chemin de fer néerlandais, on a un système de commission de gestion des données pour voir comment les données sont gérées, pour vérifier par rapport au RGPD. Et on a également un algorithme sur lequel on se concentre. Donc, par exemple, si vous avez un nouveau cas, il faut passer par la commission de l'algorithme. Eux, ils ont une position juridique. Ils ont également un philosophe. Et ils ont une personne qui s'occupe de la consommation énergétique des GPU. Dans tous les cas, c'est une décision compliquée à prendre et je pense qu'on a beaucoup de cas qui ne sont pas encore tout à fait viables. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages aussi parce qu'on peut utiliser cela pour faciliter les choses. Et l'un des meilleurs cas que l'on ait, c'est par exemple pour les descriptions d'emploi. On a besoin de nouvelles personnes dans les trains. Eh bien, on demande à ChatGPT de nous aider avec une description d'emploi. On peut dire, tiens, mais voilà, de rendre la description d'emploi plus sexy, rendez-la plus attractive. Donc, on utilise ça pour des questions de recrutement et vraiment, c'est comme ça qu'on attire aussi nos nouvelles recrues. Donc, c'est pas beaucoup de risques pour beaucoup d'avantages. Merci beaucoup. Baptiste, peut-être? Michel, je pense là-dessus, le principal risque, c'est le risque de mauvais résultats. Dans la cyber, il peut y avoir deux impacts. C'est que on risque de passer beaucoup de temps et d'argent à travailler sur ces sujets. Là où tu le disais en introduction, la cyber manque de talent, donc ce serait dommage d'y passer sur quelque chose qui ne donne pas le résultat. Et le bonus, le résultat en cyber, c'est que c'est un risque. Et que du coup, ce serait dommage de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui finalement deviendrait dangereux parce que pas bon ou parce que l'IA se retournerait contre soi-même. On se rentrait dans un modèle Terminator. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de dire finalement, alors j'anticipe peut-être la suite de l'atelier, mais est-ce que l'IA elle est autonome et dans ce cas-là, le risque est d'autant plus important qu'elle pourrait prendre des décisions tout seule, ou est-ce qu'elle va simplement guider les bonnes actions qui seraient analysées avec toute l'expertise et la maîtrise de la cyber qu'on connaît aujourd'hui et qui nécessiterait par contre de lever le niveau parce que les actions de base seraient traitées par l'IA. Tout à fait. Christine, pour compléter sur ce sujet des risques. Oui, mais je reviendrai effectivement, je suis tout à fait d'accord sur cette notion évidemment de tous les risques par rapport à l'usage de l'IA, à la qualité de la donnée, et d'autant que ça va être un phénomène qui va être permanent, parce qu'en fait l'entraînement, il va y avoir l'entraînement initial, la capacité à analyser si les résultats sont bons ou mauvais, mais il y a aussi le fait que forcément les systèmes vont se faire attaquer, donc ça va devoir toujours avoir un niveau d'incertitude, puis les environnements vont changer, les datasets vont changer, donc il va toujours y avoir une période d'incertitude par rapport à la donnée. Donc un des grands enjeux des ciseaux, c'est quand ils vont vouloir acquérir des systèmes d'IA, c'est d'arriver à faire passer le message que le retour sur investissement de ces solutions va peut-être pas être immédiat et que c'est juste normal et qu'il va toujours y avoir une vigilance. Un des risques, c'est aussi cette vigilance de pas être trop confiant à un instant T en se disant ça y est, ça marche bien, c'est bien rodé, on a bien entraîné, sauf que tout change tout le temps et c'est le point fort et le point faible de l'IA, c'est la capacité à gérer ce changement mais aussi à le subir parfois. Puis une autre grande catégorie de risques, en fait, c'est les risques que pourrait faire pas propre à l'IA, mais les conséquences d'introduire un système d'IA au sein d'une organisation et tout ce qu'on va devoir changer peut-être pour qu'elle puisse s'insérer. Je pense notamment à la gestion des droits d'accès. C'est tout bête, mais si on dit qu'on a besoin d'un grand volume d'informations, comment est-ce qu'on va accéder à ces données? Est-ce qu'on va devoir faire modifier les droits? Comment est-ce qu'on va les suivre? Je parlais tout à l'heure des enjeux sur l'éthique aussi. Donc il y a aussi
s'assurer que, en introduisant de l'IA dans les environnements de sécurité, on rajoute pas un risque, on va dire, indirect avec les modifications qu'on va pouvoir faire apporter. Donc en termes de maturité, il y a la maturité de l'outil. Ça, à la rigueur, je pense qu'on est tous confiants que ça va venir. C'est pas le plus difficile. Ça va être aussi la maturité de l'organisation et des process qui vont utiliser cet outil. Et effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec le point de dire l'automatisation, c'est bien, mais attention. On a tous rêvé quand on est arrivé le cloud et le code, l'infra as code, on va automatiser nos réponses de sécurité. Même à l'époque, j'en remonte à plus longtemps, quand on avait les tout premiers firewalls intelligents et puis les IPS et ISDS, alors on va bloquer les attaques sur les réseaux, on va mettre des filtres automatiques. On est tous revenus, parce qu'on a tous vu qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait un humain qui soit capable de faire une petite dernière analyse fine de la situation. Mais par contre, on voit que dans les environnements de SOC, il peut y avoir énormément de travail fait en amont et que vraiment l'analyste est la quintessence des informations pour prendre la bonne décision beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi je vous écoutais, je pense qu'il y a aussi une dimension qui est d'arriver à mesurer la fiabilité de l'intelligence artificielle. On sait que c'est un enjeu extrêmement fort. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont en cours actuellement. Et justement, je pense qu'à un moment, il va y avoir aussi un besoin dans les filières cybersécurité de aussi plus industrialiser, de plus normer finalement nos réponses. Parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'on est quand même beaucoup encore dans une analyse parfois un peu artisanale, finalement où on analyse beaucoup d'éléments de contexte. On peut avoir quelques processus, prendre des décisions, mais voilà, au moment où on va vouloir le confier à l'intelligence artificielle, on peut peut-être la nourrir avec toutes les décisions qu'on aura prises précédemment, mais à un moment, il nous faudra aussi des tests formels, surtout si on veut aller vers une automatisation de la prise de décision. Et ce sujet, voilà, de la vérification du bon fonctionnement, je pense, va être un beau challenge pour les années à venir. Autre question, finalement, on a vu un peu les cas d'usage, on a vu les risques, on a vu la manière dont vous pensiez le faire, et finalement, chacun d'entre vous, quels seraient peut-être les une ou deux situations par lesquelles quel roadmap vous voudriez avoir? Qu'est-ce que vous voudriez avoir peut-être demain, mettons dans les 6 mois, et puis qu'est-ce que vous voudriez avoir dans 3 ans qui vous serait vraiment utile dans votre quotidien pour tout ce que vous faites? Et je vais peut-être commencer cette fois-ci par Baptiste. Allez. Je crois que j'ai la chance de parler en premier, donc je prends l'idée peut-être un peu facile. Ce que tout le monde voudrait, c'est que l'IA fasse ce que les RSSI n'ont plus envie de faire, n'ont plus envie ou n'ont plus le temps de répondre à toutes les sollicitations. Donc ce serait le Jarvis du RSSI. J'ai l'impression, donc ça reviendrait finalement peut-être tout simplement à un chatbot à déployer auprès de ses utilisateurs. C'est un cas d'usage qui me paraît assez proche en termes de maturité, parce qu'on est sur des technos qui existent avec un faible risque. Si c'est de l'accompagnement ou de la suggestion, il peut y avoir plein de cas autour de l'accompagnement de projets, autour de l'accompagnement du end user à détecter par exemple un potentiel lien malveillant ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt sur le côté court terme. Le long terme, il est parce qu'il va être plus compliqué, et on sort un peu du gouvernance RSSI, c'est la partie sécurité opérationnelle et de pouvoir automatiser une action, alors une réponse automatique. On est moins de nous chez Tonassi dans ces sujets-là. C'est ce que, encore une fois, peut-être tout le monde voudrait, mais avec les enjeux qu'on a évoqués, qui vont repousser ce genre de cas. Effectivement, le SOC magique qui fait tout seul, ça, ce serait bien. Peut-être encore un peu d'eau qui va couler sous le pont avant d'y arriver. Christine, des idées comme ça? Moi, je vais faire un petit pas de côté, si je peux me permettre. Pas sur la roadmap, mais pour moi, en tant que RSSI, mais en fait en tant que n'importe quel référent sécurité qui va être amené à devoir avoir un avis sur les outils de sécurité boostés à l'IA, pour moi c'est vraiment s'informer, se former. C'est parce que toutes les décisions que vous allez prendre, ça va être sur la base de vos connaissances. On a tous beaucoup en tête de pitch marketing sur ce que les outils de sécurité font, devraient faire, pourraient faire. Je fais beaucoup de parallèles avec tout ce qui tourne en ce moment autour et ça fait un petit moment, de l'informatique quantique, et à quel point on a les sirènes du désastre qui nous expliquent que demain tous les algorithmes vont être cassés, que c'est catastrophique et qu'il faut acheter plein de nouvelles solutions pour pouvoir se renforcer sur cet aspect. Puis quand on prend le temps d'écouter plutôt les scientifiques et les gens qui travaillent vraiment sur le développement de ces ordinateurs, peut-être pas demain, peut-être même pas après-demain, peut-être même
pas en 2025. Et en fait, on sait bien que ça se pose sur beaucoup plus d'années pour qu'il y ait vraiment un vrai risque. Alors, ça veut pas dire qu'il faut s'interdire d'y penser, de réfléchir, commencer à mettre un peu de mixité, de mettre les premières briques, mais il faut être très vigilant au discours qu'on a. Et donc, pour moi, le cœur pour bien choisir les outils, pour bien choisir la roadmap, c'est évidemment de connaître son organisation, sa culture, mais surtout d'être capable d'avoir un regard éclairé sur tous les discours qu'on va avoir, sur les capacités de ces outils de sécurité boostés à l'IA, pour pouvoir bien faire la part des choses entre, oui, ce qu'on aimerait, la super control tower qui arrivera sans doute un jour, mais qui est peut-être pas tout de suite, et qu'est-ce qui est vraiment atteignable actuellement avec la réalité de ce que fait l'IA. Et toi, Michel, t'aimerais avoir quoi demain et après-demain? Alors je vais faire un pas de l'autre côté si tu me permets. Vas-y, il y a de la place. J'étais en train de réfléchir et de faire une analogie avec un réacteur nucléaire où on plonge une barre de bord pour ralentir et réguler la chose. Et je trouve que nous, on est des régulateurs de la sécurité et du risque en tant que CISO. Donc pour l'IA, il faut qu'on soit aussi nos propres régulateurs pour que on s'en serve pour de justes usages. On voit déjà des usages business pour faciliter les choses et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire, les tâches répétitives, on va dire, qui n'ont aucun intérêt ou qui n'ont besoin d'aucune intelligence, on met de l'intelligence artificielle, ça marche très bien. Après, je trouve que on n'a pas assez de transparence dans l'IA qu'on nous propose. Alors dans tous les outils il y a de l'IA. Alors on sait jamais laquelle c'est. On sait pas ce que c'est du génératif, si c'est du machine learning, si c'est du réseau de neurones. Et surtout, moi intellectuellement, j'ai quand même besoin de comprendre et d'ouvrir le capot de la voiture pour savoir si j'ai un moteur puissant ou si j'ai juste une 2 chevaux. Voilà, un truc. J'ai une belle carrosserie, mais dedans le moteur il vaut rien. Et ben ça, moi mon rêve, il est pas sur l'IA, il est sur la compréhension de ce qu'on me propose et sur le résultat que donc je vais en obtenir. Parce que si je comprends ce qu'on me propose et si je maîtrise ce qu'on me propose, derrière je vais maximiser le résultat. Donc 2 choses, réguler notre propre usage de l'IA, donc pas devenir comme dans le film qu'on évoquait tout à l'heure, quelque chose qui nous dépasse complètement. Et deuxième chose, c'est bien maîtriser ce que je fais avec tous les types d'IA qu'on va me proposer parce que je comprends bien ce que ça fait. Tout à fait. Alors avant de passer la parole à Dimitri, on va bientôt arriver aux questions. N'hésitez pas à y réfléchir pour la séquence juste après. And Dimitri, on your side. Et Dimitri, de votre côté, quel serait le meilleur cas que vous souhaiteriez citer la semaine prochaine ou dans 2-3 ans? Eh bien, Michel parlait de son rêve et moi j'ai un rêve. Tout le monde utilise une hygiène de base. C'est le rêve de tous ces SEO parce que la plupart des attaques ont lieu parce que on n'a pas respecté les règles de sécurité. Donc ça, c'est la première priorité. Et bien sûr, l'intelligence artificielle va être un problème dans un futur proche. Mais si vous regardez, il y a 3 problèmes. Tout d'abord, il y a la surface des attaques. Vous voyez, les entreprises travaillent toujours sur l'accélération numérique et nous, on essaye de les aider. Donc, c'est notre tâche de les aider. Donc, qu'est-ce que l'on a fait chez nous au niveau des chemins de fer néerlandais? Eh bien, on a réfléchi pendant une demi-année avant de développer une politique pour l'intelligence artificielle. Et on s'est dit, eh bien, on va aller plus vite parce que on doit réagir vite et on ne peut pas avoir une gouvernance expérimentale. Donc, on a travaillé avec les utilisateurs finaux et on a travaillé étape par étape. Alors, on savait que c'était pas encore le top, mais c'était un point de départ pour commencer et on allait s'améliorer au fur et à mesure avec les politiques RH. Donc, voilà. Et puis, il y a également les attaques. Vous voyez, l'intelligence artificielle comporte des attaques. On a des emails que l'on reçoit. Donc, on aura de toute façon besoin que l'IA puisse reconnaître les arnaques et qu'elle puisse les isoler. Parce que on ne devrait tout simplement pas ouvrir les emails mauvais, on devrait directement les supprimer. Et le troisième point, c'est la législation. Ce que l'on voit, on voit le NIS 2, le CERA, etc. Je pense que ce serait bien que l'intelligence artificielle regarde du côté des contrôles et nous aide
à définir les nouveaux cadres de contrôle et avoir une évaluation des risques qui soit intégrée. Pas seulement intégrée au niveau cyber, mais aussi sur les 9 autres domaines de sécurité que l'on a, parce que chez nous, on a 10 domaines de sécurité et intégrer la gestion de risques, c'est beaucoup plus important que la gestion des risques de manière isolée. Et on voit cela parce qu'on investit déjà dans la cybersécurité et au niveau de la sécurité des incendies, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la sécurité des voies ferrées. Et c'est très important d'investir dans tous les domaines parce que si on n'investit plus dans un domaine, eh bien à ce moment-là, on va laisser la porte ouverte aux attaquants. Oui, ce sont tous des sujets différents, très importants. J'ai bien aimé ce que vous avez dit par rapport à votre vision globale sur ce qui se passe. Et en effet, c'est bien de voir les différences ou les moments, les éléments qui pourraient manquer dans le document. Je vous l'avais annoncé. Normalement, il y a 2 micros qui sont dans la salle. La lumière va s'allumer également. Est-ce que il y a des premières questions? Oui, j'en vois déjà une au milieu ici. Je voyais quelqu'un qui levait la main là juste au milieu. Oui, j'en vois aussi à gauche. Si vous pouvez juste vous présenter très très rapidement et poser votre question, ce sera avec plaisir qu'on y répondra avec l'ensemble des membres du panel. Et voici le micro qui arrive. Hi everyone. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour vos conseils et toutes les idées que vous avez exprimées, c'était très enrichissant. Je m'appelle Agnès Delettre, je travaille à l'Institut de recherche pour l'informatique et l'automation et je voudrais poser la question à tout le monde. Je voudrais savoir si une intelligence artificielle pourrait résumer tout ce que vous avez dit pendant ces 3 jours, en fait, ce que tout le monde a dit. Ça serait très intéressant de pouvoir voir ce résumé, ce récapitulatif. Qu'en pensez-vous? Question. I will take it. Je vais répondre en français. Je pense qu'effectivement, une intelligence artificielle pourrait résumer. Il résume parfaitement 2 heures de réunion pour savoir qui a dit quoi et ainsi de suite. Le problème, c'est d'avoir la capture de l'information pour que ça puisse le résumer. Donc, je pense que s'il y avait un micro dans chaque booth, un micro comme celui que Jérôme porte, et que quelque part une intelligence, alors avec beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de consommation, qui est pas très green pour la planète, on devrait pouvoir y arriver. Après, je sais pas quelle est la longueur du résumé compte tenu du nombre de conversations sur des sujets différents. On risque de dépasser la fenêtre des fameux chatbots dans leur capacité d'analyse. Et finalement, sur cette question, moi j'essaye souvent de faire des résumés. Et ça marche bien pour un certain nombre d'informations, je dirais générales, mais je trouve qu'aujourd'hui, et peut-être qu'il faudrait que je travaille mes prompts ou que j'améliore les choses, mais je trouve que ça manque de piquant. Parce que c'est vraiment une synthèse très basique de tout ce qui est dit. Et finalement, les éléments un peu anecdotiques qui des fois aident à faire progresser la réflexion, je trouve que des fois l'IA aujourd'hui passe un peu à côté. Mais bon, en tout cas, ça permettrait peut-être d'indexer de manière large tout ce qui est fait et de pouvoir retrouver facilement l'information, ce qui serait une bonne chose. Tu es en train de dire que l'IA n'a pas d'humour ? Est-ce que vous voulez ajouter you want to add something or... Je trouve qu'effectivement ça reflète bien le fait, comme on dit, que l'IA c'est pas forcément le sacro-saint graal et c'est pas forcément l'outil magique qui va tout faire. Il y aura toujours une part, une plus-value de l'humain pour le remettre en contexte, pour adapter à un environnement culturel, organisationnel. Mais ce que va faire l'IA, c'est nous faire gagner énormément de temps pour qu'en fait, là où il y a vraiment de la valeur ajoutée, c'est là qu'on puisse la mettre. C'est ce qu'on a vu sur les années précédentes avec le principe de l'automatisation dans les infras, dans le code. On n'a pas besoin de se taper toutes ces lignes. Voilà, on peut l'automatiser, on peut le standardiser. Et comme ça, là où on a vraiment besoin, excusez-moi l'expression, le jus de cerveau, on a le temps de le faire. Well, I think the question was about Alors la question portait sur un résumé de l'intelligence artificielle. C'est une très mauvaise idée parce qu'on a parlé de tellement de choses en privé, on a parlé aussi beaucoup de rumeurs. Donc on ne peut pas faire un résumé de tout cela. Donc non, mauvaise idée. Attention, Big Brother vous écoute. La dernière fois que j'ai demandé, que j'ai traité le sujet d'un résumé avec l'IA, c'était sur l'IA Act. Je lui ai demandé de me résumer
J'étais un peu déçu du résultat. Alors c'est peut-être face à l'ampleur des informations qu'il y a. Je trouve que c'est assez très scolaire et on n'arrive pas à vraiment percer le détail ou l'élément qui va nous permettre de mieux comprendre. Après, moi, j'ai dans la petite idée de pouvoir faire un résumé de nos échanges avec une IA pour voir ce que ça peut donner. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait quelqu'un sur la gauche. Le micro est en train d'arriver. Bonjour, merci à tout le monde. Je m'appelle Zach Tagiou, je suis responsable infrastructure et j'ai 3 petites questions. Alors, la première, c'est juste d'avoir une idée déjà sur le niveau de la cybersécurité au Maghreb par rapport à Monsieur Michel qui est chez PwC. Et deuxième question, j'aimerais revenir sur les risques. C'était très intéressant la partie risque de données. Et en fait, il y a un risque que nous constatons aujourd'hui, c'est en fait l'absence de la donnée. Parfois, le risque, c'est de ne pas couvrir tout le périmètre. Et en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus des collaborateurs qui vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et après ils vont partir avec la donnée. Donc à un moment donné, la donnée n'est pas documentée et personne ne sait. Et la question, c'est que est-ce qu'on peut compter sur l'IA pour avoir une solution, à ce risque, ou si vous avez des idées pour traiter ce risque ou l'éviter en tout cas. Et la troisième et dernière question, c'est concernant le métier du RSSI. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du RSSI dans le métier d'OT, donc dans le métier de l'industrie. Est-ce que pour vous, c'est très intéressant d'unifier l'approche, genre avoir un RSSI IT et OT qui fait les deux, ou séparer, avoir un RSSI spécialement pour l'OT et un autre spécialement pour l'IT, et de convenir plutôt un process de coordination entre les deux? Merci. Et merci. Alors sur ces 3 questions, on va essayer d'y répondre rapidement pour laisser de la place à tous. Peut-être Michel, très rapidement, sur la cybersécurité au Maghreb. Alors, je ne sais pas répondre généralement sur la cybersécurité au Maghreb. Ce que je peux dire, c'est que pour PwC au Maghreb, c'est le même niveau qu'en France, puisque c'est les mêmes systèmes. C'est géré également par mon équipe et c'est géré à l'homologue de ce qui se fait au sein du réseau PwC. Donc là, Maghreb, éventuellement, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vous mettrai en relation avec mes collègues qui ont le contact avec des clients et peuvent vous répondre, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. I will direct the third question maybe to Dimitri. Ensuite, la question pour Dimitri, pour le RSSI. Oui, c'est une très bonne question et personnellement, j'ai ma propre expérience. Je travaillais chez Oil Rigs avant de travailler dans l'éthique et je pense que le rôle du RSSI, c'est plus d'être le traducteur entre les experts sur l'OT, l'intelligence artificielle et le CA pour faciliter vraiment la compréhension, expliquer clairement ce dont ils ont besoin, les besoins, et avoir une carte qui explique ce qu'il faut faire pour rendre l'entreprise résistante. Donc, il faut avoir une expérience en IT et en OT, et je pense que c'est quelqu'un qui doit s'y connaître dans les risques aussi. Ça, c'est un bon... oui, ça, c'est ce qu'il faut pour être un bon RSSI. Donc, il vaut mieux avoir toutes les compétences de son côté. Merci. Et Christine, sur la question finalement de la perte de savoir quand les gens partent, la perte de l'accès aux données, est-ce que vous pensez que l'IA va pouvoir aider? Vaste question. Ou Michel, si tu veux y aller aussi, je vois que... Non, en fait, je vais dire, ça existe déjà. Aujourd'hui, par exemple, dans les environnements Microsoft, avec AIP, il y a la capacité de faire une analyse d'une arborescence complexe pour essayer de classifier les documents et après d'utiliser un système anti-fuite de données pour empêcher les documents qui sont tagués à un niveau confidentiel de sortir ou au moins lever une alerte. Donc ça existe déjà. Après, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre et ça demande un peu de maturité, mais ça existe. Ce que ça me fait penser, c'est que en fait, pourquoi les gens partent sans laisser la donnée ou voilà avec données incomplètes, souvent
La documentation, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, c'est pas forcément le plus agréable. On n'a jamais le temps de le faire, des choses de ce genre. Donc peut-être qu'en fait l'IA, ce que ça peut peut-être aider, c'est en amont, c'est de rendre plus facile. On parlait tout à l'heure de synthèse de réunions et autres. Ça peut peut-être faciliter la documentation, le retraçage de certaines activités, de certains développements. Peut-être qu'on peut automatiser le commentaire de code, par exemple. Ça pourrait être génial, pas juste de faire du code avec l'IA, mais d'automatiser aussi la manière dont on va décrire ce code, peut-être selon des standards qu'on aurait définis aussi ensemble. Donc peut-être que l'IA pourrait justement aider à créer cette matière qu'on a tous un petit peu la flemme ou pas vraiment la grande motivation de faire. Donc tout à l'heure on a dit que l'IA allait pouvoir permettre au RSSI de plus faire ce qu'ils avaient envie, donc on va permettre aux développeurs de plus documenter, donc de ne plus faire ce qu'ils avaient envie finalement. Puis peut-être que dans quelques années, on parlera c'est un sujet qui doit être discuté d'un point de vue éthique, mais des sondes cérébrales que vous avez tous vu apparaître, qui vont permettre directement de brancher l'IA sur nos cerveaux et d'en extraire les informations. Bon, je suis pas sûr que j'ai envie de voir ça, en vrai, mais en tout cas, ce sera peut-être un sujet de débat au fil dans quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois encore ici à droite et une au milieu. Une seule petite question. Donc, on a un challenge dans la cybersécurité, ce sont les talents et l'expertise. On parle beaucoup, et j'y crois beaucoup, de l'IA comme intelligence augmentée, donc le service que ça nous apporte en plus. Mais lorsqu'on voit les modèles universitaires, les modèles de certains déjà de nos analystes, sur les travaux qui ne sont pas de la synthèse, mais de l'analyse, de la recherche de causes, de threat intelligence, est-ce qu'il n'y a pas un danger de réduire l'intelligence humaine? En gros, la question, c'est, moi, ce qui me fait pas trop peur, c'est que l'IA pense comme des humains. Ce qui me fait très peur, c'est que les humains se mettent à se limiter à penser comme une IA. Et donc, un SOC analyste, des choses comme ça, pourrait vous envoyer un rapport en disant, l'IA l'a bien fait, comme la compagnie aérienne, mais en fait, il manquera un bout. Et face à des attaques qui sont de plus en plus imprévues, dans la singularité de la part de nos ennemis, les hackers, ça serait un vrai problème. Donc, comment ne pas limiter l'expertise cyber à l'IA, puisque de plus en plus de nos padawans et jeunes brillants vont répondre avec de l'IA? C'est une vaste question, effectivement, qui pose des questions assez fondamentales. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Je suis assez positif par rapport à ça et je crois beaucoup à la théorie de l'évolution. Du coup, si l'IA fait à la place de l'humain, il va pouvoir se concentrer sur ce qui est encore plus difficile à faire. On va pouvoir se libérer du temps pour les actions à faible valeur ajoutée et se pousser là-dessus et se pousser sur le reste. Et du coup, oui, l'IA, c'est l'expert cybersécurité augmenté. Finalement, ça va nous permettre d'aller encore un peu plus loin. Mais c'est une vision très positive. J'aime y croire. Oui, je fais toujours l'analogie avec le réacteur nucléaire et la barre de bord. Si jamais il y a personne devant la machine elle pourra produire un résultat qui, je vais pas dire le gros mot, mais qui n'a aucun sens. Et si on ne le vérifie pas, si on ne l'enrichit pas, si on n'y ajoute pas des choses, on fait pas de l'intelligence. On y revient. Très bien. I think we already have a Je pense qu'on a déjà un problème avec le fait de garder les jeunes chez nous, parce que parfois on leur fait faire des choses stupides. Donc l'intelligence artificielle va nous aider à résoudre ce problème, comme par exemple la chasse à la menace. Il faut analyser les données, eh bien c'est l'IA qui va le faire maintenant. Donc on va pouvoir éviter que des étudiants fassent du travail stupide. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire... pour une assistance à l'intelligence. Oui. Au milieu. Hello, thanks for the conversation. Bonjour, merci pour votre discussion. Mon nom est Ange Andriès, je suis ingénieur solution chez Cisco et j'utilise déjà l'intelligence artificielle dans mon travail. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous l'ayez mise en application ou pas dans votre entreprise, les gens vont utiliser l'intelligence artificielle, on est tous d'accord. Est-ce que ça va devenir une obligation pour les entreprises d'avoir leur système privé et que vous ayez ou pas déjà sécurisé cette utilisation de l'intelligence artificielle? Ces années, on a le Shadow AI qui est en train effectivement de pointer son nez. Dimitri? Yeah. I think that's very, Oui, je pense que c'est une question tout à fait valable. C'est pas uniquement sur le Shadow AI et le Shadow IT. Si vous regardez
le Cyber Security Act, où il y a un TSI au niveau européen avec des systèmes de standards, des systèmes de normes. Il travaille maintenant sur le EUCS, le système de cloud. Vous devez avoir des systèmes déjà prévus si vous êtes une infrastructure essentielle. Vous devez avoir votre propre solution. Si vous avez vos applications, votre intelligence artificielle, vous ne pouvez pas exporter vos données. Vous devez travailler avec les systèmes locaux aussi. Donc, je pense qu'il y a des obligations juridiques qui vont avoir un effet sur la manière dont on va gérer l'intelligence artificielle, et ça doit être dans nos murs. Non ? Ouais, le dernier remarque, c'est que un aspect relativement positif, c'est que l'IA, c'est nouveau, on fait face à plein de risques et d'opportunités, mais il y a vraiment une grande vivacité de la communauté de la sécurité sur la production. Alors, de lois du côté effectivement réglementaire, mais de référentiels, de normes, de standards. Il y a déjà énormément de matières qui existent, et à tout niveau, au niveau d'instances internationales, au niveau des grands États, des États-Unis, de l'Europe, de certains pays. Donc il y a une grande richesse d'éléments qu'on peut trouver pour commencer déjà à poser les premières briques, même si on n'a pas encore beaucoup d'IA ou qu'on pense ne pas en avoir. Merci effectivement l'IA Shadow. Il y a quand même beaucoup d'aides qu'on peut trouver sur Internet et auprès des organismes pour commencer déjà à se former, se sensibiliser et se faire un peu une roadmap des premières mesures de sécurité importantes à mettre en place. Eh bien, merci à tous. La session va se terminer. Moi, je garderai ce mot qui vient d'être cité, vraiment le mot d'opportunité. Je pense que c'est voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent devant nous, à la fois pour les RSSI, pour l'évolution de leur métier. Et je vous remercie à tous pour les cas d'usage que vous avez partagés, parce que c'est vraiment ça qu'il y a devant nous. Il y a aussi encore, je pense aujourd'hui, une opportunité pour les RSSI pour justement bien sécuriser tous les cas d'usage d'intelligence artificielle et profiter de ce qu'on va apprendre en travaillant avec les métiers pour s'en servir pour nos propres métiers du RSSI. Donc un grand merci à nos panélistes, un grand merci à vous dans la salle, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de Forum in Cyber. Thank you all.